chef du gouvernement Jean Castex, Alain Duhamel, d'où cette prise de décision à partir de samedi 18h, couvre-feu pour au moins 15 jours. On voit ce qui se passe et le reconfinement n'est quand même pas totalement écarté. On parlera en détail de ce qu'on va faire dans les écoles, des mesures économiques qui vont être mises en place bien sûr, mais couvre-feu 18h pour essayer de faire baisser la chaîne de contamination. Oui, ce qui m'a frappé, c'est la volonté qu'avait Jean Castex de montrer qu'on avançait de façon empirique, pragmatique, en essayant de s'adapter à chacune des phases, soit existantes, soit envisageables. Bon, et évidemment, cette espèce de mobilisation générale avec le Premier ministre et 6 membres du gouvernement, ça voulait démontrer que la spécificité française était totalement assumée. La spécificité française, c'est que les circonstances font qu'on est moins en France limitateur de liberté que dans les pays qui sont autour de nous. On a effectivement une situation qui est moins mauvaise. Ça n'était pas du tout vrai l'année dernière, mais dans cette phase-là, c'est comme ça. Qu'on maintient les activités scolaires et qu'il y a beaucoup insisté sur ce point. Et c'est une particularité française aussi. Et 3, que le déploiement économique est fait pour impressionner, donner le sentiment qu'on ne laisse rien de côté et qu'on donne toutes les garanties imaginables. Tout ça est effectivement plus français que ça n'est le cas dans d'autres pays qui n'ont pas ces 3 caractéristiques-là, qui ont fait d'autres choix. On verra à l'arrivée quelle était la bonne méthode. La priorité des priorités, je reprends encore l'expression du Premier ministre, c'est la vaccination. Alors, il a annoncé un certain nombre de modalités d'accélération en ce qui concerne la vaccination, mais samedi, couvre-feu. Donc ça impacte quand même notre vie quotidienne. Est-ce qu'on sait déjà si ça marche pour les zones, les 25 départements où on est passé en couvre-feu à 18h, Caroline Dieudonné? Alors, ce qu'a expliqué le gouvernement lors de cette conférence de presse, c'est que pour les 15 premiers départements qui étaient passés sous couvre-feu, donc au tout début du mois de janvier, ils expliquent qu'on a une augmentation du nombre de nouveaux cas qui était plus faible que dans les autres départements. Olivier Véran avait expliqué également que si on regardait le taux d'incidence, eh bien, il y avait une augmentation de l'ordre de 16% dans les départements qui avaient adapté cette mesure et les autres 43%. Alors, on a regardé, on a trouvé effectivement un écart un peu plus faible. Alors je suppose que ça dépend du calcul qui est effectué entre les départements qui avaient appliqué ce couvre-feu et les autres, même si le taux d'incidence a continué de progresser. C'est encore un petit peu tôt pour savoir effectivement l'impact de ce couvre-feu. Va falloir voir aussi si ça se confirme. Et ce qu'a annoncé le gouvernement aussi, c'est qu'ils ont reçu un avis du conseil scientifique qui semble donc confirmer l'utilité de ce couvre-feu. Voilà, encore une fois, va falloir voir dans les prochaines semaines justement comment évoluent ces données. Mais on sait que le but, c'est de limiter au maximum le nombre de contacts. C'est ça. Limiter le brassage de la population. Puisque Stanislas Guérini, le délégué général de la République En Marche, appelait l'effet apéro. C'est ce qu'il disait hier soir. Ça n'est pas l'expression la plus subtile et la plus appropriée de l'année. Parce qu'entre 18h et 20h, on fait autre chose que prendre l'apéro. Oui, des gens qui vont faire leurs courses, des gens qui vont chercher des enfants, etc. etc. Tout le monde le sait. Mais oui, mais ça, chaque fois qu'on cherche à utiliser de façon artificielle une expression populaire, ça se retourne contre celui qui l'a lancé. Alors, professeur Monet, chef adjoint du service de médecine intensive et réanimation à Bicêtre, parce que le bout de la chaîne, toutes ces mesures qui sont prises, c'est pour soulager l'hôpital, faire baisser la pression sur l'hôpital. Couvre-feu à partir de 18h, au moins 15 jours, pas de reconfinement pour le moment. Est-ce que ça vous paraît être une bonne mesure? Pour répondre de façon stricte, j'aurais besoin d'études. Les épidémiologistes, d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur l'efficacité de cette avancée du temps de couvre-feu, de l'heure du couvre-feu. Et ces études, pour l'instant, elles n'existent pas. Donc, c'est une avancée qui est pragmatique aujourd'hui. Le conseil scientifique dit que c'est probablement efficace. Les données que vous disiez, qui sont des données très préliminaires, semblent indiquer que c'est efficace. En tout cas, probablement que, en effet, le fait que la France ne soit pas dans une explosion de la situation épidémique aujourd'hui autorise à prendre cette mesure intermédiaire d'un avancement du couvre-feu plutôt qu'un troisième confinement. Mais parce qu'on a aussi une nouveauté médicale, virale. Enfin, ce sont ces
ces fameux variants sur lesquels a insisté d'ailleurs Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ce sont ces variants qui aujourd'hui inquiètent le gouvernement, leur rapidité de propagation, c'est-à-dire la contagion, Caroline Dieudonné. Alors il a évoqué en particulier deux variants, vous savez celui qu'on a identifié au Royaume-Uni et puis celui qu'on a identifié en Afrique du Sud. Vous savez qu'on attendait justement les résultats de cette enquête qui avait été lancée, où on avait pris les résultats positifs donc de la fin de la semaine dernière pour voir parmi ces tests positifs combien justement étaient porteurs de ce variant. Et donc le ministre a expliqué donc que sur 100 cas diagnostiqués, entre 1 et 1,5 correspondent à ce variant. Donc ça fait entre 200 et 300 cas chaque jour. Voilà la donnée donc qu'on a eue aujourd'hui. On va rappeler donc que cette étude, elle va sans doute être refaite dans quelques jours. Donc on va pouvoir voir l'évolution. Donc déjà on a ce premier chiffre sur le variant britannique et puis on a également appris qu'il y avait quelques cas de ce variant sud-africain sur le territoire, notamment lié à un voyage au Mozambique. On va aller rue Daguerre, c'est dans le 14e arrondissement parisien, retrouver Antoine Delcourt en direct pour BFM TV, parce que ce couvre-feu national à partir de 18h, eh bien, il fait que les commerçants vont devoir tirer le rideau plus tôt. Antoine Delcourt, vous êtes justement avec une commerçante, avec une boulangère. Effectivement, elle s'appelle Nathalie Noguera, responsable ici de cette boulangerie dans le 14e arrondissement de Paris. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors, il y avait encore quelques clients il y a quelques minutes. Bientôt, à passer 18h, ce ne sera plus possible. Ce couvre-feu, il aura quelles conséquences pour votre commerce? Ça va engendrer une réorganisation du planning de toute l'équipe. Et nous allons effectivement nous retrouver pour la plupart au chômage partiel. Une dizaine de salariés, c'est bien ça? 10-12, oui. Et est-ce que vous craignez une baisse du chiffre d'affaires? C'est souvent la question, avec des clients qui pourraient peut-être ne pas venir. Oui, effectivement. Comme depuis le début de la crise du Covid, en fait, ça se passe comme ça depuis le début. C'est-à-dire je pense qu'il y a au moins 20% de chiffre d'affaires en moins. Ouais. Et sur le principe, cette mesure, ce couvre-feu, vous le comprenez ou pas? Je suis pas sûre que ce soit la mesure primordiale, mais on va voir ce que ça va nous apporter par la suite. Vous l'acceptez en tout cas? Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui. Alors en tout cas, il n'est pas encore 20h, il y avait encore quelques clients il y a quelques minutes, ils ont raison d'en profiter parce que ce soir, bien évidemment, c'est encore possible. Antoine Delcourt en direct du 14e arrondissement pour parler de la conséquence pour les commerçants. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique, vous avez entendu cette boulangère, moins 20% de chiffre d'affaires, on ferme plus à 20h, on ferme à 18h, de manière nationale, ça va quand même avoir un impact économique. Oui, mais alors paradoxalement, c'est pas le cas des commerçants qui est le plus difficile. D'abord, il faut savoir effectivement, logiquement, cette mesure, elle va surtout impacter les grandes métropoles. Le fait de passer de 20h à 18h. Or, les grandes métropoles, si vous prenez les 15 grandes métropoles françaises de plus de 500 000 habitants, c'est quand même la moitié de l'activité économique. Donc c'est un effet considérable. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si on ampute de 2 heures à peu près l'activité économique chaque jour? Les gens, pour acheter leur pain, ils vont réussir à s'adapter, ils vont peut-être aller plus tôt, ils en prendront 2, etc. Ils vont toujours continuer à manger du pain. En revanche, et c'est là la différence avec le deuxième confinement. Le deuxième confinement, il avait eu plus d'impact sur la consommation que sur l'activité des entreprises, que sur la production. Là, ça va être le contraire, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour une entreprise? Soit vos salariés, ils sont en télétravail, donc ils font 100% de leur boulot, mais depuis chez eux, soit ils viennent en présentiel au boulot, mais ils travaillent aussi à 100%. Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez obliger beaucoup de gens à faire le même trajet aller que le matin, le même trajet aller que le soir. Il va falloir s'occuper d'eux sur leur lieu de travail, respecter les contraintes sanitaires, il va falloir les nourrir à la cantine. Et ils ne vont faire que peut-être 70 à 80% de leur journée de travail habituelle. Donc, énormément d'entreprises vont se trouver confrontées à un problème de rentabilité aggravé par le fait que comme ces entreprises seront quand même ouvertes, et ben, du côté des aides publiques, ce sera aussi plus compliqué. Il y a tout un tas de représentants de commerce qui passent leur temps à circuler toute la journée, pour qui travailler 2 heures de moins, ça n'est pas rentable. Donc il y a plein d'entreprises pour qui ça va être rentable. On estime que à
le disait tout à l'heure, on était retombé à peu près à 7% en dessous du niveau normal d'activité en décembre. Là, on va retomber sans doute à 8% en dessous. En gros, c'est quelque chose qui va coûter entre 0,1 et 0,2 points de croissance sur l'année, ce couvre-feu. Bien sûr, mais dans l'absolu, là, il y a le couvre-feu parce qu'il fallait tout faire pour éviter le reconfinement. Ce qui n'est pas exclu, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Oui, d'abord, c'est pour 2 semaines. Oui. Que 2 semaines, c'est très peu. Ensuite, on va voir ce que sera justement l'incidence, le taux d'incidence à ce moment-là. Mais il va de soi que s'il y avait le confinement pour tous les commerçants, mais pour toute l'activité économique, pour toute la vie sociale simplement, ça serait bien entendu pire. Et que l'idée, alors est-ce qu'ils vont convaincre les Français? On verra bien. Les Français, ils ont quand même été globalement beaucoup plus disciplinés que ce qu'on prévoyait. Hein. Bon, donc a priori, la réaction de cette commerçante était assez typique. C'était 1, ça les enquiquine, 2, ça va entraîner des changements et d'organisation et le recours supplémentaire au chômage partiel. Mais 3, s'il faut le faire, on le fait parce que c'est mieux que le confinement global. C'est d'ailleurs vraiment une question de bon sens. Et d'ailleurs, pour les commerces, que ce soit Bruno Le Maire ou le Premier ministre ont insisté sur le fait que il va falloir qu'ils s'adaptent, peut-être ouvrir entre midi et 14h et qu'on va leur faciliter. Et le dimanche. Voilà, et leur faciliter aussi des ouvertures le dimanche pour arriver à compenser le chiffre d'affaires. Mais restons sur le couvre-feu quand même, parce que là, c'est du point de vue national. Mais le virus, il circule de la même manière partout aujourd'hui en France, parce qu'on avait l'impression que l'Ouest était un peu plus épargné quand même, et qu'ils peuvent subir ce couvre-feu plus qu'autre chose, quoi, Caroline Dieudonné. Oui, on voit qu'il y a quand même des grosses disparités sur le territoire, avec quand même globalement tous les départements à l'est de la France qui sont plus touchés qu'à l'ouest. Mais le Premier ministre a expliqué que désormais il n'y avait plus aucun département en dessous de ce seuil d'alerte qui a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Effectivement, même quand on regarde par exemple en Bretagne, hein, où ce taux d'incidence était assez faible, il a un petit peu remonté au-dessus de 50, mais il reste quand même de fortes disparités en fonction des territoires. Il y a une dimension psychologique évidente qui est, on l'a vu avec les Bouches-du-Rhône, Marseille à plusieurs reprises, etc. S'il n'y a pas les mêmes dispositions pour tout le monde, il y a immédiatement un sentiment d'injustice de la moitié de la France. Et donc le gouvernement a évidemment essayé d'éviter ça. La pression à l'hôpital, elle est toujours très forte, très haute. Elle est assez variable justement sur le territoire. À Paris, la pression est relativement stable et on arrive sans problème à prendre en charge les patients, par exemple, qui doivent venir en réanimation. Et vous avez compris depuis le début que c'est le goulot d'étranglement. En revanche, il y a des régions, enfin plutôt des départements en France, qui sont soumis à une pression beaucoup plus importante, notamment dans l'Ouest, mais pas que dans l'Ouest de la France. Hein. Et aussi, par exemple, dans l'Eure, où le pourcentage de patients qui sont en réanimation qui doivent venir en réanimation par rapport aux capacités est extrêmement élevé. Je crois vraiment qu'on est à un tournant aujourd'hui de l'épidémie. Alors, il y en aura eu plein. Hein. Pourquoi un tournant? Pour sans doute 2 raisons. La première, c'est que on assiste aux suites des fêtes de fin d'année, et même si pour l'instant l'effet n'est pas tout à fait bien démontré, mais voilà, on peut le craindre. Le 14, et c'est dans quelques jours qu'on verra véritablement. On verra les choses, et notamment l'effet de Noël, puisqu'il y a une semaine de décalage avec les fêtes de fin d'année, et puis surtout à cause de l'arrivée de ces 2 variants qui, alors il ne faut pas être catastrophiste, mais c'est relativement inquiétant. Et quand on voit l'exemple britannique, on a le droit de l'être. Ajouter à cette inquiétude le fait qu'il se pourrait, alors c'est pas démontré aujourd'hui, il faut être très prudent, mais que le variant sud-africain empêcherait l'efficacité des vaccinations. Les études vont être faites, pour l'instant, une fois encore, ça n'est pas démontré, mais c'est une inquiétude qui est croissante. Et je crois aujourd'hui que, et c'est peut-être ça qu'il faut comprendre ce soir, on est à un tournant. Aujourd'hui, la France se comporte sans doute mieux, enfin l'épidémie en France veut bien se comporter mieux que dans d'autres pays européens. Et donc, on peut se permettre de prendre des mesures intermédiaires avec celle du confinement total, du 3e confinement total, dont les conséquences économiques, mais aussi sociales, seraient dramatiques. On est en état d'alerte. Ouais. On est à un moment où on est en état d'alerte. Et on prévoit plutôt que ça sera plus difficile dans 3 semaines qu'aujourd'hui. Et puis, il y a l'hiver. Et on sait que ça complique encore les choses. Bon, mais donc, il faut être réactif et compréhensible, parce que le moral des Français, c'est devenu de plus en plus, au fur et à mesure, c'est normal d'ailleurs, au fur et à mesure que
que la pandémie se répandait, se renouvelait, qu'il y avait une vague, puis une deuxième, etc. Bien sûr que la question du moral est devenue absolument déterminante. Alors, si vous nous rejoignez maintenant à 20h sur BFM TV, le Premier ministre a donc annoncé aujourd'hui qu'il y aurait à partir de samedi 18h un couvre-feu national pour au moins 15 jours. Le reconfinement n'est pas écarté. Le variant inquiète. La priorité des priorités doit rester la vaccination. Et à partir de demain, 8h, les prises de rendez-vous pourront être élargies pour le public. Mais il faudra être patient. Vous avez dit, il faudra être patient parce que ça risque quand même de bugger. Tiens, ce soir, on n'a plus entendu parler des plateformes Doctolib et autres qui devraient faciliter la prise de rendez-vous. Enfin, j'ai pas été atteint de surdité. Non, on est resté sur Il n'y a pas de question. Oui, en plus. Et qu'on n'a pas fait le boulot sur ce coup-là. Mais pour les écoles, un mot quand même des écoles, parce que l'intérêt, ce que veut le gouvernement, c'est garder les écoles ouvertes, renforcer les dispositifs sanitaires. On va écouter Jean-Michel Blanquer, on va en parler avec des représentants des parents d'élèves. Notre stratégie de test prend un nouveau tour avec, dès le mois de janvier, dans les écoles, les collèges et les lycées, une possibilité massive de déploiement pour plus d'1 million de personnels et d'élèves. Nous aurons non seulement ce traçage donc, qui continuera, mais aussi la possibilité pour certains établissements d'avoir la venue d'une équipe de dépistage de tous les personnels et de tous les élèves sur place, chaque fois qu'il y aura 3 cas de contamination. Et puis il y aura aussi l'identification de tous les personnels lycéens et collégiens qui se verront donc proposer un test dans les 48 heures dans ce type d'hypothèse. Nous continuerons aussi à fermer des classes, des écoles, des collèges, des lycées, au cas par cas, en lien avec les autorités de santé locales, chaque fois qu'un certain nombre de cas nous conduisent à cette décision. Nous sommes avec Myriam Ménès qui représente la PEP du Val-de-Marne, les parents d'élèves. Bonsoir Madame Ménès. Donc, les écoles vont rester ouvertes, la politique de test va s'intensifier, on va renforcer le protocole sanitaire aussi dans les cantines. Est-ce que ça rassure la parent d'élève que vous êtes? Alors nous, oui, ça nous rassure, mais nous, ce qui nous rassure surtout, c'est de voir que les écoles restent ouvertes parce qu'il y a un décrochage qui est quand même assez important chez les jeunes et qu'ils commencent à être même partiellement déscolarisés. Aujourd'hui, pour nous, il y a un vrai souci dans les lycées où on est passé aux 50%. On voit bien que les élèves décrochent et en plus, dès que les élèves sont plus en cours, les gestes barrières sont oubliés quand on va se rendre chez les copains. C'est ce que le ministre a appelé un mode hybride d'ailleurs. On doit tout faire, s'adapter pour faire à la fois à distance et à la fois dans les écoles, mais privilégier la présence des élèves. Le fait qu'il y ait plus de tests, davantage de tests pour vous, c'est une assurance quand même? Si vous voulez, c'est rassurant de savoir que dès qu'il y a un doute, on peut lancer des tests pour éviter des effets d'annonce, des crises de panique, voire des fermetures qui ne seraient pas justifiées. Parce que parfois, on voit tout fermer, puis après, on apprend qu'en fait, tous les élèves testés étaient tous négatifs. Donc, au moins, ça permettra d'y voir clair tout de suite, rapidement, et d'éviter aussi des propagations si le virus est bien là. Le fait que les cantines soient maintenues avec un protocole renforcé? Mais écoutez, moi, j'ai vu dans un certain nombre de cantines des dispositifs avec des petits claustras en plexiglas qui séparent bien tous les élèves. Je reste assez surprise qu'on ne demande pas que ce soit mis en place partout. Le coût n'est pas élevé, la sécurité là, elle devient totale et ça éviterait finalement pour le coup de mettre en place des dispositifs très contraignants et très difficiles pour les équipes. C'est assez difficile de mettre tous les jours le même élève à côté du même élève à la cantine, étant donné que tous les enfants ne mangent pas tous les jours à la cantine. Et en ce qui concerne la suppression du sport en intérieur, alors, le sport en intérieur, il y avait déjà un certain nombre de préconisations pour l'éviter au maximum. Donc, c'est bien finalement peut-être de dire clairement qu'il faut l'arrêter pour le moment. Le sport, c'est essentiel pour les enfants. Mais ce qui est essentiel, ça reste quand même d'être en cours et de ne pas prendre de risques. Ça peut être aussi un moment pour les enseignants de sport de venir sur la théorie, peut-être d'en profiter pour apprendre les règles, les différents jeux. On peut faire du sport, comment je pourrais dire, technique, en attendant de passer à la pratique. Merci Myriam Ménès, présidente Club 94. Il fallait garder un maximum d'élèves à l'école. C'était impératif de garder les écoles ouvertes. Alain Duhamel, le gouvernement a beaucoup insisté là-dessus et là, il se donne les moyens de pouvoir le faire. Là-dessus, et les pédiatres d'un côté et les enseignants de l'autre disent que, oui, il faut tâcher de continuer à laisser le plus ouvert possible. Mais vous savez,
quand on dit le plus ouvert possible, il faut bien se rendre compte que ce sont souvent des demi-groupes, à l'université, par exemple, le redémarrage sera extrêmement partiel. À partir du 25 janvier, Oui, en travail partiel. dirigé par demi-groupe pour les premières années. Voilà. Bon, pour les premières années, alors c'est elles qui posent le plus de problèmes, Bien sûr. c'est évident, parce qu'il faut leur apprendre à travailler comme on travaille à l'université, pas comme on travaille au lycée. Bon, mais tout ça reste limité. En même temps, il faut reconnaître que en France, ça reste plus ouvert que dans les pays qui nous entourent. Bien sûr. Mais justement, et sur les enfants, Et- allez, pardon, finissez votre phrase, Alex. Oui, et pour les enfants, il y a quelque chose qui est essentiel quand même, c'est la cantine, ne serait-ce que pour les enfants des milieux les plus Bien sûr. défavorisés, parce que c'est souvent le repas le plus complet de leur journée, Mais celui de la cantine. les enfants restent à l'école, on va limiter les brassages, on a bien compris, les contacts. Mais on a ce variant, ces fichus variants qui sont là. Or, jusqu'à présent, on nous a toujours dit, les enfants sont peu vecteurs ou peu contagieux. Là, est-ce qu'on avance sur les études en ce qui concerne la contagiosité des enfants avec ces variants, alors, ou pas? Non, pour l'instant non, mais c'est intéressant parce que justement, les tests qui vont être faits là à l'échelle nationale vont servir aussi d'études et vont servir pour en savoir un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que ça semblait une mesure raisonnable, c'est-à-dire que sans fermer les écoles, on diminue quand même le risque de transmission au cours des épisodes de la journée qui sont le plus vecteurs du virus, probablement en tout cas, c'est-à-dire la cantine, c'est-à-dire le sport quand on enlève le masque. Là encore, c'est une mesure intermédiaire et c'est une mesure finalement qui permet de concilier à la fois l'exigence épidémiologique, l'exigence hygiénique et puis l'exigence sociale et l'exigence sanitaire. Mais qui vous satisfait, vous, le professionnel de médecine, le bout de la chaîne, l'hôpital? Vous savez, moi je ne suis pas un responsable politique. Non. Non, mais vous voyez Pour les un effets responsable- de ces mesures. Bien sûr, mais pour un responsable sanitaire ou même pour un simple médecin comme moi, le plus simple ce serait de tout reconfiner. Et on sait en effet l'efficacité du confinement qu'on a vu la première fois et qui a fait baisser, mais vraiment de façon extraordinaire, les admissions en réanimation. déconfine ensuite. C'est évidemment impossible pour plein de raisons, à commencer par des raisons épidémiques et économiques, pardon. Et donc c'est ce qui permet Et de... psychologique. Psychologique. mais Parce qu'on sent quand même bien qu'au bout de presque un an, il y a des problèmes d'équilibre mental qui se posent de plus en plus. Quand Chez on les regarde, étudiants, c'est d'ailleurs- les études, oui. Oui, vous avez raison, notamment chez les étudiants, chez les jeunes, chez les personnes inactives. Et Chez les d'ailleurs, personnes les plus âgées. tout à l'heure, on a annoncé aussi que le nombre de psychologues allait doubler ce semestre, en tout cas dans les universités. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup le mal-être des jeunes avec cette crise sanitaire. Nous sommes avec le maire de Bordeaux, le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, Pierre Urmic, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être en direct. Donc, Bordeaux, comme le reste de la France, couvre-feu national samedi à partir de 18h. Comment encaissez-vous la mesure, monsieur le maire? Je l'encaisse, parce que je n'ai pas le choix. D'autant plus que même ici à Bordeaux, où nous étions relativement préservés, nous avons constaté, notamment cette dernière semaine, un doublement du nombre de cas positifs. Donc nous sommes concernés beaucoup moins que d'autres régions, mais nous sommes quand même concernés. Donc il fallait prendre certainement des mesures. Ce que je regrette tout de même, c'est le caractère, une fois de plus, totalement jacobin de la mesure qui a été prise. À aucun moment, les maires ou l'association des maires des grandes villes n'a été consultée. Moi, je ne suis pas convaincu. J'aurais aimé qu'on arrive à me convaincre que ce couvre-feu entre 18h à 20h, puisque nous l'avions déjà à 20h, est vraiment fondamental. On me dit que ça a été pratiqué dans 15 départements. Je vois que c'est des départements, surtout dans des zones rurales. Je crois que dans nos villes, si nous avions pu dialoguer et discuter, nous aurions dit qu'entre 17h et 20h, il y a une vie urbaine, sociale, très importante. Ma crainte, c'est que cette vie, notamment ces flux pendulaires de débauche du travail, au lieu de s'étalonner entre 17h et 19h30, 20h, désormais, ils vont devoir se concentrer entre 17h et 18h. D'où des phénomènes de concentration qui me paraissent au contraire à l'esprit de la distanciation physique qui doit continuer à présider au meilleur choix que l'on a trouvé pour éviter la propagation du virus. Et monsieur le maire, pardon, mais ça aurait été compliqué de faire des disparités géographiques, même à quelques kilomètres d'intervalle,
entre les villes. Il y aurait eu des passages d'une ville à l'autre qui auraient peut-être compliqué la stratégie sanitaire aussi, Monsieur Urmi. Et on aurait dénoncé des inégalités. Ça a été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Oui. Certaines villes avaient un couvre-feu à 18h, d'autres l'avaient à 20h. Personne ne s'est plaint de phénomènes d'inégalité. Il y a des villes qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, où c'était plus justifié. C'est peut-être aussi plus facile à mettre en place dans les campagnes, où vous n'avez pas cette vie sociale en fin d'après-midi, souvent jusqu'à 20h, alors que dans les villes, vous l'avez. Quand je parle de mesures jacobines et uniformes, je pense aussi à ça, entre les villes et les campagnes. C'est pas forcément les mêmes mesures qui doivent être uniformément appliquées sur tout le territoire. Monsieur le maire, il y a des élus comme vous qui ne sont pas très contents des mesures restrictives supplémentaires, mais il y a aussi d'autres élus qui, depuis des jours et des jours, demandaient qu'il y ait au contraire des contraintes supplémentaires pour protéger leur population. Dans l'Est de la France, on l'a bien vu, ça. Oui. Vous savez qu'ils sont 10 fois plus concernés que nous, aussi en matière de positivité. Vous n'avez pas envie d'aller dans leur La mesure, vous savez... Non, mais je ne conteste pas le fait qu'il faille prendre des mesures difficiles, mais je pense que ces mesures, elles sont plus facilement acceptées par les populations si elles sont un peu débattues en amont. Nous ne demandons pas mieux que d'être associés à ce type de campagne. Mais associés, ça ne veut pas dire seulement informer à la dernière minute. On doit prendre des mesures, notamment dans les écoles, pour lundi. On est averti jeudi soir. Je regrette, nous avons une association des maires de grandes villes. À quel moment est-ce que le gouvernement discute pour essayer de trouver avec nous quelles sont les mesures? Nous avons aussi un souci d'efficacité. Nous sommes prêts à l'assumer auprès de nos habitants, à condition qu'on soit à un moment donné un peu associés. Alors voilà, sur les campagnes, d'autant plus que dans des villes comme Bordeaux, on a de bonnes relations avec les représentants de l'État, que ce soit la préfecture ou l'ARS. L'information circule bien entre les mairies et les représentants de l'État. Mais c'est avec l'État jacobin que nous avons que ce couvre-feu entre 18h et 20h qui nous est imposé est efficace. Moi, j'aurais pas demandé mieux que d'avoir quelques arguments. Non, on nous a dit il y a eu des tests dans 15 départements, donc ça va marcher chez vous. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne méthode. Eh bien, on verra à l'issue de ces 15 jours. Merci, monsieur le maire Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, d'avoir été avec nous. Emmanuel Le Chypre. Non, mais la question qui est posée par le maire de Bordeaux est intéressante. C'est vrai qu'on a les études, effectivement, qui montrent que là où on a mis en place des couvre-feux, le virus s'est propagé moins vite. Par contre, on a plus d'incertitude sur est-ce que le fait de passer de 20h à 18h a un véritable effet sanitaire. Et là, si on a des doutes sur le plan sanitaire, on a plus de certitude sur le plan économique. Parce que la réalité, c'est qu'entre 18h et 20h dans les grandes métropoles, c'est l'activité économique que vous perturbez. Alain Duhamel citait le mot malheureux du ministre qui disait « vous supprimez en gros l'apéro ». Non, dans les grandes villes, je suis désolé, l'apéro, ça commence après 20h. Donc là, vous compliquez la vie quotidienne des entreprises, vous compliquez la vie quotidienne des familles et des gens qui travaillent. Et en plus, effectivement, vous réduisez pas tant que ça les circulations. Encore une fois, les gens qui vont au boulot le matin et le soir, qui rentrent 1 heure plus tôt, ils auront circulé autant. Est-ce que ces 2 heures changent ou jouent sur la courbe de contamination, Caroline Dieudonné? C'est ça qu'on essaye de déterminer. Hein. Le ministre a avancé des chiffres, on va voir si ça se confirme. Mais effectivement, le but, c'est ce qu'on disait, c'est